Neba bloa aussi à bois, blé son pas. Tia o jojere, macha o jojere. Malua sanyo, loa sanye. Macha o jojere, de sanyo, ma bloa dolao. Mon papa pena Ernest, dis yao. Brono you broju, asa o broyoko. Swere, da tobe frogwe tiaye. Maja da jonto aine tiaye. Da sia do tiaye. Da sibaza tiaye, da brava mi tiaye. Da gbeza tiaye, da to won gbe tiaye paire, come on bloa nile. Ouais, ma bloa dora. Allez, tu vas payer par comme. T'es bloa l'idée. On n'a pas eu tout plaît. On va me truc pays. On m'a n'y pradé. On m'a n'y l'idée. Et mon walter paye. Honorable Maire, bonjour. Bonjour, DG. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans les locaux de la mairie de Bleulequin. Et nous voudrions vous dire merci pour cette disponibilité à recevoir notre média pour cette interview. Merci beaucoup. C'est un plaisir partagé. En tout cas, très heureux de se retrouver. Je pense que c'est encore une joie aussi pour moi parce qu'il faut gagner. Jusqu'à Gagna TV, je pense que j'ai suivi un peu le parcours. Et vraiment, je suis content que tu aies maintenu, disons, la trajectoire que tu t'es donnée. En tout cas, heureux de te recevoir à la mairie de Bleulequin. Merci, monsieur le maire. Avant que nous ne continuions d'échanger avec vous, on va vous demander d'abord, en quelques secondes, nous sommes en pleine fête de Noël et donc nous vous demandons de souhaiter joyeux Noël à votre population et puis quand même à tous les Ivoiriens. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une période au cours de laquelle il faut apporter toute l'attention à toute la population en général et en particulier aux plus petits. Donc je voudrais vraiment saisir votre micro pour souhaiter la joyeuse Noël à toute la population de Bleulequin en général et aux tout petits en particulier. En tout cas, merci beaucoup. À vous aussi pour avoir fait le déplacement ce jour symbolique, voilà, qui marque la naissance de Christ. Et vraiment, merci beaucoup. Monsieur le maire, votre parcours séduit tant de jeunes. On peut dire le plus jeune maire que connaît la commune de Bleulequin. Mais avant d'être maire, vous avez été président de jeunesse, vous avez été fédéral, confédéral, député aujourd'hui et maire aujourd'hui. Alors on a l'impression qu'on peut, comme le disait un sage, de la prison on peut aller à la présidence, on peut être de président de jeunesse, on peut devenir grand aujourd'hui dans l'appareil de l'État de Côte d'Ivoire. Alors avec vous, qu'est-ce qu'on peut quand même retenir quand on a tant d'admiration pour tout ce parcours que vous avez parcouru? Merci beaucoup. Je dirais simplement que c'est une philosophie de vie, c'est de procéder par étapes. Parce qu'il faut évoluer de façon graduelle. Et tout à l'heure, dans les premiers mots, j'ai tenu à te féliciter parce que nous avons été ensemble à l'époque président de jeunesse. J'étais le président de la jeunesse de Toké, de la diaspora. Et tu étais également le président de la jeunesse de Gagna de la diaspora. Et je pense que c'est dans notre collaboration que tu as créé ton premier journal, parce qu'il s'agissait d'un journal au départ, Info Gagna, qui était, je crois, un mensuel ou bien un bisemestriel. Et puis tu as vu que tu as évolué jusqu'à aujourd'hui à avoir Gagna TV. C'est la même chose. Si tu te souviens, à l'époque, je disais aux jeunes que tout se fait par génération. Et que ce que nous étions en train de faire, nous étions en train de tracer les sillons de notre avenir. Et c'est comme ça, après la jeunesse de Toké, ensemble nous avons créé
la Fédération des associations de jeunesse de la sous-préfecture de Touquet, qui regroupait donc les 10 villages. Et puis ensuite, nous avons fait la confédération de l'association des jeunes du département de Bleu-les-Quins. Puis ensuite, la politique est rentrée dedans, et puis ensuite député, et puis aujourd'hui maire, comme tu le dis. Mais c'est une progression qui a été rendue possible parce que nous avons accepté à chaque étape d'apprendre avec des aînés, avec des dévanciers. On a su attendre notre temps, on a su observer ce qui n'allait pas. Et je pense que c'est la conjugaison de tout ça qui nous a conduits là aujourd'hui où nous sommes. Et c'est pourquoi, tu l'as dit tout à l'heure, je suis un modèle pour beaucoup de jeunes, mais souvent je suis aussi peiné de voir que beaucoup de jeunes veulent prendre des ascenseurs. Ils veulent prendre le raccourci, ils ne veulent pas aller par étapes. Ils pensent qu'on devient politicien parce qu'on a un peu d'argent. On devient politicien parce qu'on a eu un emploi qui nous donne un salaire conséquent. Mais la politique, comme le disait un homme célèbre de ce pays, c'est une science. Ça s'apprend. Et nous qui sommes là aujourd'hui, j'allais dire, ce n'est pas un effet du hasard. Quand tu es diplômé de la faculté de droit et de sciences politiques, bon, il va sans dire que ta démarche ne va pas ressembler à celui qui se jette dans la politique de manière spontanée. Voilà, parce que nous, on a eu le temps d'apprendre cela comme une science, comme une formation. Voilà, donc c'est peut-être là qui me désole un peu parce que après toi et moi et notre génération, après notre départ, vous voyez un peu à quoi ressemblent aujourd'hui les associations de jeunesse. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas d'esprit de fond. Bon, et si tu l'as su à l'époque, on a su même se mettre à l'abri de la manipulation politique. Quand on faisait nos associations, quand il y avait des élections, le président que j'étais réunissait tout le monde pour dire, bon écoutez, je n'impose rien à personne, chacun est libre d'aller militer dans le parti de son choix. Et après les élections, on se retrouvait. Ça faisait que dans cet esprit, on est resté constant dans la vision qu'on avait pour la jeunesse de Bleu-les-Quins en général. Et c'est des choses qu'on ne voit pas aujourd'hui et qui nous désolent un peu. Beaucoup de jeunes, comme je l'ai dit, qui veulent passer du jour à la nuit, comme par baguette magique, mais qu'ils comprennent que la vie, c'est une construction. C'est une construction. Même nous autres, on continue encore à apprendre auprès de certains aînés. Parce que être député, être maire, pour un homme politique, ce n'est pas une finalité. Ce n'est qu'un début. Honorable, on va faire un pas en arrière. Vous avez été candidat aux élections législatives pour la toute première fois et vous avez perdu ces élections en occupant un très bon rang. Alors, ça a été une première expérience. Et cette première expérience, quelles sont les leçons que vous en avez tirées? Une première expérience, mais l'expérience la plus belle que je retiens, parce que tout est parti de là. Je pense que là, on retourne dans les années 2015, où nous étions en train de nous préparer pour les élections législatives de 2016. Effectivement, ça a été une époque très agréable, en tout cas de tout ce que je constate aujourd'hui. Peut-être parce qu'on était encore très jeunes, on était dans une certaine naïveté. Pour nous, c'était un jeu. Pour nous, c'était un jeu. Ce n'était pas une question, comme on le voit dans certaines familles politiques. Les élections, ce n'est pas une affaire de vie ou de mort. Voilà, c'est chacun se dit, voilà comment je pense contribuer à l'évolution de mon département, de mon village, de ma commune, etc. Et donc, c'était l'époque où on était vraiment jeunes. Quand je me présentais en 2016, paix à son âme, j'étais avec ma soeur Bao Marinette. Voilà, une femme au grand cœur, une femme de grande valeur, avec qui j'ai beaucoup appris aussi en termes d'humilité. Elle était ouverte, prête à tout, elle acceptait tout. Et donc, c'était avec beaucoup d'autres jeunes autour. Je voulais saluer le président Zaha Ferdinand, le président Soke Joël de Zomplo, le président Meda de Kebobo, etc. Pour ne citer que ceux-là, ceux que je n'ai pas cités ne trouvaient pas d'inconvénients. C'est une question de temps. Mais c'était vraiment une jeunesse qui avait de belles idées pour Bleu-les-Quins. Et je pense qu'on a su quadriller le terrain
par l'expérience et par les actions que nous avons menées lorsque nous étions au sein de nos différentes associations de jeunesse. Il faut savoir qu'avec la fédération des Niao Sud, on a dû s'imposer dans ce canton parce que chaque année, en termes de kits scolaires, appui à la jeunesse rurale, on a posé beaucoup d'actions qui nous ont permis de nous imposer, qui nous ont permis d'être acceptés par nos parents. Voilà, certains sont étonnés, souvent disent non, au Niao Sud, oui, Thierry, là, tu vas tout donner l'argent du monde, mais c'est lui qu'on vote. Oui, parce que les parents savent que quand on allait vers eux, ce n'était pas une question d'argent. La région a connu des moments difficiles quand nos parents venaient du Libéria. Certains venaient avec un seul t-shirt, avec des paires de tapettes de couleurs différentes. L'association des jeunes était là pour les accueillir, pour leur donner les premiers rudiments, pour leur donner les premières serviettes, pour leur donner les premiers sous. Et comme on est issu d'une tribu qui n'est pas ingrate, ils ont ça en mémoire. Ça fait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas se laisser émerveiller parce que quelqu'un envoie beaucoup d'argent. En tout cas, tant que nous restons dans cette philosophie, je pense que nos parents seront toujours prêts à nous accompagner. Et c'est avec leur bénédiction qu'on a évolué aujourd'hui dans tout le département et qu'on se retrouve à la tête de la commune de Bleulequin. Honorable, la seconde fois, vous êtes allé encore à nouveau aux élections législatives et cette fois, vous avez gagné. Pourquoi vous êtes vraiment déterminé à entrer au cœur de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui vous tenez vraiment à cœur? Bon, je voudrais dire que déjà en 2016, pour revenir sur la question précédente, nous avons échoué à combien de voix? 200 voix. 200 voix dans un département pour des jeunes qui venaient d'arriver et qui étaient quand même confrontés à celle que moi je considère comme la plus grande politicienne au niveau du département de Bleulequin. Qu'on le veuille ou pas, l'honorable Oulaï Madeleine est une dame de référence en matière politique. Alors, comme mes amis à lui dire, quand des bébés comme nous autres là, ont eu le courage de se frotter à cette dame-là et à l'inquiéter, je voulais rappeler que même jusqu'à 1h du matin, nous étions devant. Voilà. Bon, beaucoup de choses sont passées, mais au petit matin, on s'est vu dévancer par 200 voix. Je me souviens encore de l'entretien que j'avais eu avec le préfet d'alors qui a dit « Vous n'avez pas démérité. Avec le temps, vous aurez l'expérience. » Et donc, je crois que c'est ce qui s'est passé en 2016. Nous avons su tirer les leçons. Les leçons qui nous ont emmenés à briguer la mairie de Bleulequin pour la première fois en 2018. Parce qu'en 2016, les 200 voix qui avaient permis au RHDP d'alors, c'était le PDCI plus le RDR, qui ont permis de nous dévancer, ça s'est passé dans la commune. Parce que quand vous prenez la sous-préfecture de Toké, nous avons dévancé nos adversaires de près de 1500 voix. Nous avons gagné également dans la sous-préfecture des Zéaglo, etc., etc. Donc c'est dans la commune qu'il y a eu pas mal de choses qui ont fait qu'au final nous avons perdu. Donc quand nous nous sommes retrouvés, les premières leçons qu'on a tirées, c'est de chercher, comme le diraient les apprentis Baka, c'est de chercher position dans la commune. Ça nous a amené en 2018 à nous présenter à la mairie. Et pour être honnête avec vous, c'est les élections de 2020-21 que nous étions en train de préparer au niveau des législatives. Et on voulait quand même s'implanter dans la commune. C'est ce qui nous a amené en 2018. Mais là encore, il a fallu de peu pour que nous remportions ces élections municipales. Et donc, ces deux échecs près du but nous ont amenés à nous organiser, à prendre des dispositions. Et ce sont toutes ces leçons-là que nous avons mis au service de nos aînés. Je vais parler de l'honorable Flanté et de l'honorable Tchaïdé, avec qui nous étions sur les listes, dont nous étions les suppléants en 2016. Et c'est cette somme d'expérience-là que nous avons mis au service de tous ces aînés. Et la conjugaison de tous ces efforts-là a fait que nous avons gagné les élections législatives de 2021. C'est ça? Non, pardon, de 2021. Voilà, de 2021, de mars 2021. Voilà.
Donc, je pourrais dire que c'est l'échec est formateur. L'échec vous permet, quand vous voulez vraiment atteindre un objectif, l'échec vous permet de vous remettre en cause, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de connaître vos forces, de connaître vos faiblesses. Et je pense que c'est la somme de tout ça qui nous a permis, depuis 2021 jusqu'aux élections municipales de 2023, de gagner un peu toutes les compétitions dans lesquelles nous sommes partis. Honorable, vous arrivez à l'Assemblée nationale et vous siégez, vous votez les lois. Alors pour la première fois maintenant que vous portez la tenue d'un député, dans quel état vous étiez? Ben ouais, il n'y avait rien d'exceptionnel parce que c'est le constat que je fais, hein, c'est-à-dire qu'on met tellement d'énergie à vouloir un poste que quand on y arrive, on se rend compte que pas que rien n'a changé, mais on se rend compte que on reste la même personne. Effectivement, c'est un honneur, hein, c'est un honneur de siéger parmi tant de sommités, parce que quand même l'Assemblée nationale, qu'on le dise ou pas, qu'on le veuille ou pas, c'est quand même le lieu où doit s'exprimer la démocratie au mieux. Et quand on regarde les personnalités qu'on côtoie à l'Assemblée nationale, c'était tout un honneur. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a des gens qu'on voyait à la télé quand on était encore élève, qu'on a eu à côtoyer, avec lesquels on s'assoit sur les mêmes bancs à l'Assemblée nationale. Il y en a qui ont été nos enseignants. Bon, je veux dire, quelque part, c'est un honneur. Voilà. Mais le plus grand honneur, c'est que ça permet d'être quand même le porte-parole de cette population-là, auprès de laquelle on attend chercher un suffrage. Et donc d'être le porte-parole, le représentant de cette partie du peuple ivoirien là, et de tout le peuple ivoirien en général, je pense que c'était quand même un honneur. Honorable, vous êtes député, vous représentez un département à l'Assemblée nationale. Vous avez participé à beaucoup de séances au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez voté des lois pour les Ivoiriens, mais au-delà, au niveau du département, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que le département a gagné avec vous aussi au niveau de l'Assemblée nationale? Merci beaucoup, c'est une très belle question. Ça permet quand même de faire la part des choses. Un député, élément d'une circonscription, mais c'est l'élu de la nation. Voilà. Je vais dire, contrairement au poste actuel, où c'est le maire de la commune de Bleulequin, le député, il est l'élu de la nation. Il représente la nation tout entière. Alors, on ne dira pas qu'il y ait des lois spéciales pour la population de Bleulequin. Bleulequin fait partie de la Côte d'Ivoire et dans quelles que soient les disparités qu'on a au niveau de nos régions, les problèmes sont les mêmes. Alors lorsque nous légiférons, on légifère pour tous les Ivoiriens, y compris donc les populations de Bleulequin. C'est dit qu'à l'Assemblée, on ne dira pas que c'est une loi spéciale ou bien on vote spécialement pour telle loi. Mais non, la loi, elle est faite pour tous les Ivoiriens, donc au risque de me répéter, y compris pour les populations. C'est pourquoi le mandat des députés, c'est un mandat national. Voilà. Chaque région propose des parlementaires, mais une fois qu'ils sont élus, ils vont spéculer sur des questions qui concernent toute la Côte d'Ivoire. Dans mon cas, je suis membre de la commission des affaires économiques, membre de la commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale. Donc c'est une commission qui planche souvent sur les autorisations de ratification de conventions au niveau international. Donc vous voyez même que ce que nous faisons, c'est la Côte d'Ivoire que nous défendons. C'est la Côte d'Ivoire que nous défendons. Et donc de ce point de vue-là, je dirais que je ne peux pas dire ce qui n'est pas vrai en me taguant par exemple d'avoir voté cette loi-là au profit des gens de Bleulequin. Non, on vote les lois pour tous les Ivoiriens et comme tous ceux qui sont Ivoiriens ou bien qui vivent sur le territoire ivoirien,
ces lois-là aussi sont bénéfiques pour les populations du département de Bleu-le-Quin. Honorable, une autre préoccupation qui véritablement est entre vos mains au niveau de l'Assemblée nationale, la question de nos forêts, de nos terres. Vous connaissez bien cette réalité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'évolution des choses au niveau de cette préoccupation? Bien, je pense que depuis bientôt 3 ans, je ne me souviens pas encore d'un sujet qui porte directement sur les questions de terre. Mais vous savez que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un défaut de texte. Voilà, les lois existent. Mais quelle application on en fait? Voilà. Sinon, vous avez la loi sur le foncier, je pense qu'il date de 98, avant même que nous puissions passer, qui a été l'une des lois qui a été adoptée à l'unanimité des partis politiques. Parce que c'est une loi pour laquelle il y avait eu des commissions envoyées dans toutes les régions, recueillir l'avis des chefs des terres, des populations, pour voir comment est-ce qu'on devait gérer la question du foncier. Ces textes-là existent. Ces textes existent bel et bien. Il y a eu beaucoup de décrets d'application, il y a eu beaucoup d'arrêtés. Voilà. Donc ce que nous constatons aujourd'hui, il y a beaucoup même de structures étatiques qui ont été créées pour gérer ces questions. Voilà. Donc pour moi, s'il y a problème aujourd'hui, c'est peut-être dans l'interprétation ou dans l'application des textes. Voilà. Quand vous prenez le problème qu'on a eu chez nous à l'Ouest, on a reçu tout le monde le problème de vente de terre ici. Ben, si je me réfère à la loi de 98, on ne vend pas la terre. On peut louer la terre, mais on ne vend pas la terre. Voilà. Mais il y a eu beaucoup de choses qui sont passées après la crise, surtout après 2011, où beaucoup de parents étaient au Libéria. Mais en fait, quand tu regardes de loin, c'est vraiment, les problèmes sont entremêlés. Les problèmes sont à plusieurs niveaux. C'est pourquoi ces questions-là, quand on les pose souvent, j'ai dit il faut les régler avec beaucoup de sang-froid. Parce qu'aujourd'hui, oui, on peut dire à ceux qui sont venus d'ailleurs, ils sont venus s'accaparer de nos terres. C'est une réalité parfois, mais dans certains cas, c'est les fils même de la région qui se sont rendus un peu complices de certaines pratiques qui aujourd'hui nous mettent un peu mal à l'aise. Voilà. Donc le problème du foncier, effectivement, c'est un problème qui est crucial. C'est pourquoi à plusieurs niveaux, aujourd'hui, il y a des structures qui sont en train de prendre le problème après le corps. Même au niveau de Bleu-le-Quin, vous voyez qu'il est mutuel. Vous voyez qu'on a mis en place une structure pour parler de nos fonciers, etc. Sensibiliser les parents. Donc aujourd'hui, tout le monde a été concerté. Donc tout le monde se met dedans aujourd'hui pour voir comment est-ce que ce problème de terre on peut régler. Voilà. Donc pour résumer, je ne pense pas que ce soit le problème du texte qui pose problème, mais c'est l'application qu'on a sur le terrain, les interprétations qu'on a, qui font que, bon, on peut penser que ce soit des problèmes insolubles. Voilà. Honorable, on parlera maintenant sur la base de votre responsabilité de maire de la commune de Bleu-le-Quin. Vous êtes automatiquement un acteur de développement. Vous êtes allé aux élections, vous avez brillamment gagné ces élections et dès la prise de vos fonctions, on constate que la première innovation, c'est l'environnement de la mairie, à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est les grands travaux au niveau des bâtiments. Alors, pour tout citoyen lambda, il s'est dit, mais c'était aussi possible que ça, on n'a pas y pensé. Alors, pourquoi vous êtes lancé dans ce domaine comme votre première action? Est-ce parce que l'état que présentait la mairie de la commune de Bleu-le-Quin n'était pas vraiment appréciable? Et aussi, comment vous êtes pris pour donner déjà une image
rayonnante de la mairie. Merci beaucoup. Tout est une question de volonté. Je pense que vous savez que j'étais à la tête d'une coalition PDCI-PPACI. On avait quand même un projet pour la commune et tous ces éléments-là faisaient partie. Vous savez, quand vous avez vous-même arrêté un projet pour l'appliquer, c'est automatique. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, je vois que c'est beaucoup apprécié sur les réseaux sociaux, au sein de la population. Les éloges, on en reçoit tous les jours, les félicitations, mais on reste froid dans la tête. Mais pour nous, ce n'est pas extraordinaire, puisque c'est des choses qu'on avait déjà prévu faire. Effectivement, vous l'avez dit, vous êtes aussi un de nos grands communicateurs. Vous avez vu un peu les images déshonorantes que présentaient parfois les publications sur la mairie de Bleulequin. Se disait, bon, il y a des herbes, même on peut attraper des gazelles dedans ou bien des agoutis. Bon, tout était dit. Mais en même temps, ce n'était pas forcément l'affaire de l'équipe sortante. Quand une mairie est présentée sur les réseaux sociaux accessible à travers le monde entier, mais celui qui est originaire de Bleulequin, il se sent aussi concerné. Voilà. Donc dès que nous sommes venus, il fallait donner un signal fort à la population. Parce qu'on ne peut pas prétendre changer l'environnement de la population quand toi-même tu es assis dans les déchets. Tu ne peux pas dire aux gens que je vais améliorer votre cadre de vie, je vais améliorer vos rues, je vais créer des infrastructures pour vos enfants, pour vous-même, pour vos réjouissances, quand toi-même, tu es dans un environnement qui laisse à désirer. Voilà. Et puis, il faut savoir, ça étonne beaucoup parce que nous n'avons pris fonction que le 18. La passation officielle, c'était le 18 octobre. Nous sommes aujourd'hui le 25 décembre. Mais effectivement, en très peu de temps, effectivement, on se rend compte que les choses ont beaucoup bougé, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur de la mairie. Voilà. Vous pourrez peut-être prendre des images après, mais le bureau dans lequel je vous reçois en ce moment, si je vous montre les images d'il y a un mois, c'était un bâtiment abandonné de la mairie qui devait être construit, mais qui a été abandonné depuis quelques années. Voilà. Ça servait de stockage au matériel, etc. Vous allez voir des images tout à l'heure, il est beau. On a simplement, on l'a mis en valeur. On s'est donné les moyens de le réhabiliter. Et c'est cette réhabilitation que nous sommes en train d'étendre à tous les bâtiments. Et vous voyez, quand on a une vision claire, l'aide est spontanée. Nous sommes venus en octobre, donc nous sommes venus en fin de budget. C'est ce qui étonne beaucoup. Parce que quand on est arrivé, en fin d'année, surtout c'est la pratique aussi dans une année électorale, généralement les gens exécutent vite les projets pour te dire, bon, il faut engager telle dépense parce qu'on ne sait pas si on sera là ou bien si on ne sera pas là. Donc on n'est pas venu trouver grand chose. Hein. Mais notre volonté, nous avons rencontré des opérateurs à qui nous avons dit, aidez-nous. On veut un peu de ciment, on veut un peu de tôle, on veut un peu de peinture, on veut un peu de ceci, un peu de cela. Et puis bon, quand ils ont commencé à voir les premiers travaux, ils ont dit, bon, cette équipe-là est venue pour travailler. Donc aujourd'hui, on est là, à longueur de journée, c'est les dons. Je vais vous donner un exemple. Hier, on a voulu refaire les portes de la mairie. Il y a un grand ébéniste de la ville, M. Bakayoko, à notre grande surprise, qui est venu avec des portes. Il est venu nous dire, bon, monsieur le maire, on constate que vous avez la volonté de travailler, c'est notre contribution. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de voir ces portes-là. C'est des portes qui coûtent excessivement cher, ça aurait pu coûter 500 ou 600 000. Il est venu déposer les fenêtres, les portes, les fenêtres. Il dit c'est sa contribution. Voilà. Il y a les opérateurs de café cacao qui nous ont dit on va vous aider pour rénover votre salle de mariage parce qu'on sent la volonté. Donc, j'avais dit c'est une grâce divine. Hein. Chaque jour, c'est des dons. Chaque jour, c'est des dons. Des portes, du matériel. Il y a des opérateurs qui sont venus nous dire bon, on peut vous ouvrir des lignes de crédit si vous voulez. Vous prenez le matériel et puis bon, après, on verra. Quand vous aurez un budget, on verra comment est-ce que, etc. Bon, il y a eu beaucoup de propositions, mais on reste prudent
Parce que nous sommes en début de gestion aussi. Il ne faut pas commencer une gestion avec beaucoup de crédit. Et donc, tant bien que mal, on essaye d'évoluer. Monsieur le maire, au regard déjà de ce que nous constatons agréablement, on a tout de suite pour tout jeune, pour toute femme, déjà le grand espoir qu'avec ce maire, en tout cas, beaucoup de choses vont bouger, tant au niveau de la jeunesse qu'au niveau des femmes. Alors, monsieur le maire, votre programme au niveau de la jeunesse de la commune, au niveau des femmes, et puis votre programme même au niveau de la commune de Bleu-les-Quais. Oui, merci beaucoup. Je pense que, au risque de me répéter encore, quand vous allez à une élection, vous allez avec une feuille de route. Alors quand vous avez une feuille de route, vous ne cherchez qu'à l'appliquer. Vous ne cherchez qu'à l'appliquer. Effectivement, ça c'est le reproche que j'ai souvent fait lors de mes meetings. On constate que les parents, ils ne sont pas regardants des programmes. Il y a beaucoup de considérations. On vote le candidat parce que bon, c'est le candidat de notre parti, c'est normal. On vote un tel. Vous savez, la politique à l'intérieur du pays, c'est pas comme à Abidjan. Il y a des volets, il y a un volet tribal là-dedans, d'appartenance, etc., etc. Mais nous, on a fait fi de tout ça. On dit, ce qu'il faut regarder, c'est d'avoir un programme. Et nous avons fait un programme. Et là, il y a environ bientôt un mois, ce programme-là, nous l'avons matérialisé. Vous savez qu'au niveau de la gestion de la mairie, vous faites d'abord ce qu'on appelle un programme triennal. Le programme triennal, il regroupe l'ensemble des opérations et l'ensemble des actions que vous allez mener sur les 3 prochaines années. Voilà, les opérations, c'est tout ce qui est rentre dans le domaine de l'acquisition des constructions, etc., etc. Puis les actions, ça peut être des subventions, etc. Donc, ces éléments que nous avions dans le programme, nous avons intégré cela à notre programme triennal. Et nous avons déjà soutenu à la commission budgétaire le programme triennal de la commune de Bleu-les-Quais qui s'élève à plus d'1 milliard. Et il a été approuvé en commission. Donc à partir de ce programme triennal donc, qui regroupe l'ensemble, comme je l'ai dit, des actions et des opérations sur les 3 ans, on fait maintenant une planification par an. Donc au titre de l'année 2024, nous avons 34 opérations. Et dans ces 34 opérations, je veux dire, la priorité, c'est le domaine de l'éducation et de la santé. Vous avez parlé de la jeunesse, tout part de l'éducation. C'est pourquoi sur les 34 actions, je crois que nous avons 14 actions qui concernent les constructions d'établissements ou de réhabilitation d'établissements ou la création de centres de formation féminin pour permettre à la jeune fille d'apprendre des petits métiers. Et tout ça a déjà été approuvé et nous attendons donc la mise en place, bien entendu, après avoir soutenu notre budget. On espère qu'il va passer rapidement et nous allons commencer à exécuter cela. Donc, au niveau de la jeunesse, nous sommes partis depuis la base, donc depuis l'éducation. Beaucoup d'établissements vont voir leur infrastructure augmenter en termes de nombre de classes, en termes d'accessoires, c'est les latrines et autres. À cela, on a accompagné les centres de santé. Mais les jeunes, nous les avons reçus aussi à travers les différentes organisations. Vous savez qu'au niveau communal, on a une jeunesse communale avec laquelle nous avons échangé, à laquelle nous avons demandé d'aller réfléchir. Parce qu'on ne peut pas tout prévoir au niveau des jeunes. On ne peut pas tout prévoir. Je veux dire, il ne nous appartient pas de réfléchir à 100% à la place des jeunes. C'est pourquoi nous les avons rencontrés et nous leur avons demandé, au-delà de ce que nous avons prévu déjà, en termes de valoriser l'éducation pour les jeunes,
en termes d'appui qu'on va apporter aux jeunes pour l'animation socio-culturelle de la commune. Nous leur avons demandé de se réunir, de faire des séminaires pour venir nous proposer ce qu'ils souhaitent. Parce que vous savez, en matière de projet, il faut poser un diagnostic, mais le meilleur diagnostic, c'est le diagnostic participatif, où le bénéficiaire des projets lui-même participe à l'identification du projet. Et je pense que si c'est les jeunes eux-mêmes qui nous disent voilà ce qui est important pour nous, voilà ce que nous voulons en tant que jeunes de Bleulequin, lorsque la mairie le met en œuvre, je pense qu'il n'y a pas de risque qu'on fasse des investissements qui demain ne vont pas servir. Parce que justement, c'est l'erreur souvent qui est commise. Lorsque les bénéficiaires ne participent pas à l'identification du projet, ben, ils ne se sentent pas concernés. On a vu des projets, on a vu des villes, on dit bon, le conseil municipal s'est réuni, le maire et ses agents ont dit bon, on vous offre un marché. Le marché, il est bien construit, il est bâti, il est là. Et les gens préfèrent vendre sous des hangars dans le bord des routes. Mais parce qu'ils n'ont pas été consultés. Peut-être que dans leurs besoins, leur premier besoin, ce n'était pas le marché. Et donc, faut que je le rappelle, je suis moi-même expert en développement local. Parce que j'ai fait un diplôme d'études supérieures spécialisé en métier et décentralisation et métier de développement local. Donc, je vois un peu l'importance que doit avoir la prise en compte de l'avis des bénéficiaires des projets lorsque vous faites un diagnostic. Voilà, donc il revient aux jeunes de nous proposer certains projets qui leur seront propres. Mais déjà, nous, dans notre conception, la première chose qu'on essaye de faire, c'est de les aider à développer, à organiser leur structure à travers l'octroi de subventions. Nous voulons également impliquer la jeunesse dans l'embellissement de la ville. C'est pourquoi nous allons leur accorder une subvention. Nous allons demander de s'organiser et nous allons leur accorder une subvention pour nous aider à embellir la ville, pour nous aider à assainir la ville. Voilà. Je pense que ça, on l'a prévu, ça a été approuvé. Ça peut nous permettre d'occuper sainement les jeunes. Voilà. Et à côté de ça, dans les écoles, c'est des prix d'excellence pour encourager les meilleurs jeunes. Bon, il y a les opérations classiques de dons de permis, mais bon, ça je le regarde avec beaucoup de pincettes. Comme je l'ai dit à quelqu'un, bon, on n'a même pas de route. On a combien de véhicules, on parle de permis, ils vont faire quoi avec? Bon, il faut regarder et puis voir ce qui peut réellement leur servir. Peut-être que si c'est des permis de moto, ce serait peut-être plus important parce qu'aujourd'hui, le meilleur moyen de circuler dans Bleulequin, ce sont les motos. Voilà. Donc, nous avons pas mal de choses pour les jeunes, mais comme je vous l'ai dit, notre philosophie qui veut que les jeunes nous fassent des propositions, c'est celle-là que nous avons mis au devant. Et je pense qu'en ce moment, ils sont au labo, ils vont revenir vers nous avec des projets. Et une fois que nous allons appuyer, nous pensons qu'ils vont se sentir plus concernés parce que ces projets-là sera leur émanation. Voilà. Ça sera l'émanation de leur réflexion, etc. etc. Voilà. Monsieur le maire, nous avons deux dernières questions que nous allons mettre ensemble. Oui. Au niveau des infrastructures, il faut dire que la commune de Bleulequin en souffre. On parle là, aujourd'hui, on voit l'arrivée d'une banque. On souhaite qu'au niveau de la commune, vous ayez vraiment la présence de pas mal de banques pour que les paysans puissent véritablement tirer profit. Les infrastructures au niveau des terrains de sport, au niveau véritablement de foyers en tant que tel. En tout cas, Bleulequin en manque et en souffre assez. La deuxième et dernière question aussi serait de vous demander, est-ce que vous avez aussi cette ambition de quitter le pays et aller chercher aussi des partenaires en Europe, voire aussi des maires, pour pouvoir avoir un partenariat, faire avancer votre commune? Merci beaucoup. Je pense que pour revenir à la première question, au niveau des infrastructures, effectivement, Bleulequin est en souffrance.
Vous savez que dans un passé récent, ça a été une zone de conflit. Et vous savez, les opérateurs, ils n'aiment pas aller investir là où ils ne se sentent pas en sécurité. Ce qui peut expliquer que c'est maintenant qu'une banque a fait confiance à Bleulequin. Voilà, sans forme de publicité, je voulais remercier les plus hautes autorités de la BNI, la Banque nationale d'investissement, qui est aujourd'hui la seule banque implantée à Bleulequin. Et je ne vais pas occulter la COPEC, qui était quand même la seule microfinance dans la zone. Donc aujourd'hui, la confiance est en train de revenir. Tous les acteurs sont en train de comprendre que la sécurité est revenue à Bleulequin. Et ça, je parie que nous-mêmes, en tant que municipalité, nous avons commencé les démarches auprès de certaines banques. Parce qu'il faut créer toujours la concurrence. Bleulequin, la commune aujourd'hui, c'est plus de 123 000 habitants. Et quand on sait que Bleulequin, c'est le poumon qui tire les autres sous-préfectures, ben, il va sans dire qu'on a besoin encore de plus de banques. Vous avez constaté qu'on est passé en très peu de temps d'une station aujourd'hui à 5 stations. Ça, c'est un point de satisfaction. Et il y a des opérateurs qui ont commencé à nous faire confiance. Et je pense que là, ça va faire en sorte que dans quelques années, je pense que Bleulequin va devenir un grand centre. Parce que si on ne le sait pas, nous on le ressent déjà. La boucle du cacao s'est déplacée vers Bleulequin. Quand nous regardons le nombre de véhicules chargés de cacao qui sortent de cette commune, qui sortent de ce département, on a compris que Bleulequin est en train de devenir une boucle du cacao. Et nous, en tant que collectivité, nous entendons bien profiter de cela pour que cette richesse qui sort de chez nous puisse nous permettre de développer convenablement notre région. Ce qui nous fatiguait aussi, c'était la route. Guiglo-Bleulequin, c'était la grosse plaie. Mais je crois qu'avec l'appui des hautes autorités, cette route-là, elle a été retenue parmi les voies qui vont bénéficier de travaux. Je pense que les travaux ont commencé puisque le tronçon, c'est maintenant Diokoué jusqu'à Bleulequin. Je pense que les travaux ont commencé. On prend notre mal en patience, on demande à la population de prendre son mal en patience. Et je pense que dans des délais raisonnables, cette route-là ne sera qu'un mauvais souvenir. Et nous pensons que nous allons profiter du passage du goudron à Bleulequin pour faire toute la diplomatie nécessaire pour que certaines rues de la commune aussi puissent bénéficier du bitume. Ça vraiment, c'est un combat que nous allons mener. Et vraiment, nous mettrons tout en œuvre pour ne pas qu'on nous trace une rue de bitume qui traverse Bleulequin et puis que tout s'arrête là. Nous allons tout mettre en œuvre pour que certains quartiers soient desservis. Et c'est cela. Donc, au niveau des infrastructures, nous-mêmes en tant que commune, nous allons en crier. Nous avons un foyer des jeunes qui, de notre point de vue, est dépassé. Donc, il va falloir en faire un centre culturel, donc quelque chose de plus grand. Ça, nous ambitionnons de le faire. L'une des plaies encore, nous avons un hôpital général à Bleulequin, mais ça va vous choquer. Nous sommes en 2023, mais Bleulequin n'a pas un plateau technique pour des interventions chirurgicales. Alors, avec l'état de la route que vous avez vu, quand une femme en travail et qu'on dit c'est une césarienne, on est obligé de la transporter jusqu'à Guiglo. C'est pas chose aisée. Donc là, je profite de votre micro pour lancer vraiment un appel à toutes les bonnes volontés, à toutes les autorités du ministère de la Santé pour se pencher sur ce cas. Parce qu'aujourd'hui, la césarienne, c'est devenu, je ne dirais pas banal, mais ça s'est fait. Mais quand tu as un grand département de plus de 100 000 habitants, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas un bloc opératoire. C'est compliqué. Donc je voudrais vraiment faire ce plaidoyer auprès de toutes les autorités pour qu'on puisse penser à cela. Parce que comme on le dit, la santé avant tout, la vie avant tout,
on peut parler de toutes les infrastructures. Mais si on ne peut pas se soigner à Bleulequin, c'est compliqué. Voilà. Donc, du point de vue des infrastructures, soyez rassurés, nous allons travailler en bonne intelligence avec le conseil régional pour que véritablement on puisse avoir toutes les infrastructures de base au niveau de Bleulequin. Je crois que la dernière question c'était... Concernant votre lobbying avec l'extérieur. Bien sûr, je pense que déjà au budget 2024, nous avons inscrit 4 voyages, 4 déplacements à l'extérieur pour essayer de rencontrer la diaspora. Mais nous allons commencer par la diaspora au niveau d'Abidjan. Voilà, parce que nous sommes en train de mettre une politique incitative pour amener les cadres de Bleulequin à venir investir à Bleulequin. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de lotissements qui vont se faire et tous les terrains qui vont revenir à la mairie, nous comptons faire un lobbying. Nous comptons les réserver en priorité à tous les cadres, à tous les travailleurs, à tous les fils de Bleulequin qui sont hors pour leur dire c'est très important de venir investir. Lorsque certains fonctionnaires sont affectés ici, on a des problèmes de logement. Et même quand on trouve un logement, il n'est pas du niveau de standing. Quand vous avez quelqu'un, pour donner le cas de la BNI, mais lorsque la banque s'est installée, la directrice, elle a eu du mal à se loger. Il a fallu que les sœurs qui ont une congrégation ici puissent la loger pendant des mois, le temps qu'on lui trouve un logement. Est-ce que, parce que quand on est d'un certain niveau de responsabilité, mais on ne va pas habiter n'importe quelle maison. Donc aujourd'hui, il y a un besoin criard de logement. Donc je voulais dire aux cadres de Bleulequin, ceux qui veulent vraiment construire des logements décents, le besoin est réel. Et la mairie est prête à vous accompagner, à vous donner toutes les facilités pour que vous puissiez vous installer et que les cadres, les fonctionnaires des autres régions qu'on nous envoie ici, ils ne nous fuient pas parce qu'ils n'ont pas un toit décent où dormir. Voilà ce que je voulais dire sur ce point précis. Voilà. Donc, invitation est faite. Nous allons donc commencer notre mission à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et puis ensuite, vous savez que Bleulequin a beaucoup de fils en Europe, au niveau de la diaspora, qui sont bien organisés. Nous avons déjà reçu une invitation pour ceux qui sont en France et puis pour ceux qui sont en Italie. Voilà. Donc nous sommes en train de nous préparer. C'est inscrit au budget. Et si demain c'est approuvé, avec certains collaborateurs, nous allons faire le déplacement. Et dans ce cadre-là même, nous sommes en train de renchérir notre programme triennal, parce que ce n'est pas une balade de santé, mais c'est d'aller leur donner la liste, de leur présenter le document de toutes les opportunités que nous avons au niveau de Bleulequin, pour qu'ils puissent nous trouver des opérateurs qui veulent bien participer, à commencer par eux-mêmes, fils de Bleulequin, qui doivent accepter d'investir dans leur commune. Honorable, on termine cette interview avec la nouvelle année 2024. Dans 6 jours, on entrera dans la nouvelle année 2024. On se reverra dans cette nouvelle année. Oui. Et déjà, on vous demande de souhaiter à toute la population de Bleulequin, à tous les Ivoiriens, vos vœux les plus chers pour l'année 2024. Merci beaucoup, DG Wilson. Merci d'abord à toi pour le travail abattu. Je pense que tu as félicité parce que tu as fait de la valorisation de la culture oué, du oué en général, du développement de nos régions. Gagna TV a fait de ça une priorité. Je voudrais vraiment te dire merci. Merci beaucoup et comme tu l'as demandé au départ, je pense qu'il faut te donner les moyens d'aller encore de l'avant. Voilà, parce que, comme on le dit, on est dans un processus d'amélioration continue. On doit se remettre en cause et puis voir encore mieux. Je pense que nous sommes de la même génération. Aujourd'hui, je suis à la mairie. Je jouerai aussi mon rôle de facilitateur. Je voulais préciser que nous avons une radio ici.
Radio Fraternité, qui est la radio de la commune, qui est la radio de la mairie, qui est dans les locaux de la mairie, qui appartient à la mairie et qui a un rayon de près de 60 km. Je verrai aussi dans quelle mesure avoir un partenariat avec InfoGagna pour que toutes les actions que nous allons faire au niveau de Bleulequin, que ces actions-là soient relayées, que toutes les opportunités que nous avons au niveau de la commune soient relayées pour que nous puissions attirer beaucoup de personnes, beaucoup de touristes, beaucoup d'investisseurs dans notre région. En tout cas, merci beaucoup pour les efforts que tu as faits. Effectivement, d'ici quelques jours, ça sera la fin d'année. Je voudrais donc par avance souhaiter bonne et heureuse année 2024 à toute la Côte d'Ivoire, que notre pays puisse berner dans la paix, dans la tranquillité, parce que quand il y a des troubles, il n'y a pas de développement. Quand il y a des troubles, on ne parle pas d'infrastructure. Donc la Côte d'Ivoire est la paix. Aux populations de Bleulequin, que nous puissions également être nourris de la paix, dans l'entente, que nous puissions faire la part des choses. Nous sommes peut-être de différentes chapelles politiques, mais comme on le dit, le développement n'a pas de couleur. Aujourd'hui, il faut se mettre ensemble pour que nous puissions donner un nouveau visage. Quand un ami qui vient du centre, du nord, de l'est, quand il vient à Bleulequin, quand les rues sont sales, quand il va le rapporter, on ne dira pas qu'il était venu voir Wilson ou Thierry, mais on dirait je suis allé à l'ouest là, Bleulequin est sale, Bleulequin est ceci et cela. Du coup, si on doit nous mettre dans le même paquet, on doit comprendre cela et se mettre ensemble pour développer. Donc vraiment, je souhaite que 2024 soit une année de cohésion au niveau de toutes les communautés qui vivent au niveau de Bleulequin, de cohésion entre tous les acteurs politiques, pour que nous ne regardions que le développement, bien sûr, dans nos divergences et nos différences, mais qu'on se dise que le développement de Bleulequin est notre priorité, est notre affaire à tous. Je voudrais vraiment souhaiter une santé de fer, comme on le dit, la santé, elle précède tout. Et que notre préoccupation au niveau de notre hôpital général puisse trouver solution en 2024 pour que nos mamans qui donnent la vie n'aillent pas perdre la vie parce que simplement nous manquons d'infrastructures. Alors que 2024 soit une année rayonnante, je souhaite par avance bonne année à tous les conseillers municipaux, à la municipalité, et je leur dis restons soudés pour faire de Bleulequin une ville attrayante. Vraiment merci beaucoup, que Dieu bénisse l'année 2024. Je te remercie beaucoup pour ta présence dans nos murs. Votre mot de fin honorable. Je l'ai dit, que la paix règne sur le pays, que la paix règne sur Bleulequin, que le Dieu qui nous donne aujourd'hui la grâce, qui fait que des opérateurs volontairement viennent nous aider, qu'ils continuent à toucher leur cœur pour que la population de Bleulequin soit fière de l'équipe dirigeante et qu'ensemble, on puisse donner un nouveau visage à notre très belle commune. Merci beaucoup. Merci.